Bienvenue sur Géopolitis. Et si l'on parlait de la Suisse, de l'image de la Suisse dans le monde, et plus précisément de l'image que la Suisse entend donner d'elle-même face au reste de la planète? Et si l'on sortait pour une fois de ces fameux clichés qui ne sont pas entièrement faux, ou de ces éternels mythes qui ne sont pas complètement infondés, tels que, allons-y, Guillaume Tell, Heidi, le chocolat, l'horlogerie, les chalets, les Edelweiss, les montagnes, les tunnels et les petits trains à crémaillère. Car c'est évident, à l'étranger, on regarde la Suisse, on l'aime ou on la critique. En tout cas, on n'est pas indifférent à ce pays qui, quelque part, constitue, c'est d'ailleurs sa fierté, une exception. Dans plusieurs études récentes, on a demandé quels sont les qualificatifs à retenir pour définir cette Suisse qui est en Europe, mais pas dans l'Union européenne. Eh bien, ces qualificatifs, ce sont équité, précision, qualité, fiabilité ou encore stabilité. N'en jetez plus. L'image de la Suisse, c'est l'objet de cette 200e émission de Géopolitis qui fête sa 7e année en votre fidèle compagnie. Et d'abord, une image ô combien contrastée pour ce regard propre à 2015 que l'on peut porter sur la Suisse. En l'espace d'une semaine, on nous aura révélé l'affaire SwissLeaks, les malversations passées et reconnues de la filiale suisse de la banque HSBC avec une odeur de mafia, de drogue et de terrorisme. Tout cela alors que dans la même semaine, on nous apprend qu'en dépit de la mort annoncée du secret bancaire, la Suisse demeure le numéro 1 mondial de la gestion de fortune avec des actifs proches, paraît-il, de 2040 milliards de dollars. C'est la Suisse des affaires. Et puis, il y a la Suisse des grands noms, des hommes ou femmes célèbres, de Roger Federer à Bertrand Piccard. Du reste, puisque l'on parle de Piccard et de l'image de la Suisse, pour se fixer les idées, on va tout de suite visionner un document étonnant. What is Switzerland? C'est la vidéo réalisée par l'équipe de Solar Impulse lorsque Bertrand Piccard et Arnaud Borschberg ont traversé les États-Unis. Accrochez-vous, ça va très vite, comme quoi tout n'est pas toujours lent en Suisse. La Suisse, c'est le chocolat, le fromage et les montagnes. En fait, il y a bien plus que cela en Suisse. Solar Impulse, par exemple, une idée née dans un pays où l'industrie cleantech est florissante, grâce en partie à sa recherche universitaire, incarnée par l'EPFL, concurrent direct du MIT et de Stanford. Vous avez sûrement entendu parler de la fameuse neutralité suisse, mais vous ne savez probablement pas que la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne. Et même si les Nations Unies sont basées à Genève depuis les années 40, la Suisse n'a rejoint l'ONU qu'en 1992. Le sentiment d'être un peu différent de ses voisins, de marcher souvent à contre-courant, incite certains à voir la Suisse comme une île enfermée au cœur de l'Europe. L'une des raisons de cette différence est incontestablement le système politique suisse. Nombre de Suisses vous diront fièrement qu'ils vivent dans le pays le plus démocratique du monde. Ils peuvent changer la constitution et s'opposer à des lois en votant plusieurs fois par an, sans pour autant paralyser le pays. En fait, le World Economic Forum a classé la Suisse en tête des pays les plus innovateurs et compétitifs du monde. Voilà pour ce qui est aussi un hommage à toute l'équipe de Solar Impulse. Cela dit, la Suisse, pour conforter son image, sera bien visible à la toute prochaine exposition universelle de Milan, avec une présence qui s'articule sur 3 axes. La Suisse veut se présenter comme un pays attractif, solidaire et responsable sur le plan alimentaire. On va voir à présent en image que c'est un pays qui, vu de l'étranger, sait entretenir et surtout jouer sur ces contrastes. À l'étranger, on se plaint. On dit qu'on ne sait jamais qui est le président ou la présidente de la Suisse, puisque cela change tous les ans. D'ailleurs, on ne connaît guère mieux les 7 conseillers fédéraux. Mais on s'extasie dans le monde entier lorsque sur Twitter, on voit qu'en Suisse, preuve à l'appui, le président peut prendre le train tout seul, sans garde du corps, bref, protégé par son seul anonymat. Les Suisses, du reste, votent tout le temps, sur tout et sur n'importe quoi, et l'on reste perplexe face à un peuple qui décide de tout, y compris contre l'avis de son gouvernement, sur par exemple les minarets, ou sur l'immigration de masse, ou sur l'Europe, ou encore sur la semaine supplémentaire de vacances. C'est un pays imprévisible, dit-on, oui, mais, remarquent les étrangers, en tout cas en Suisse, c'est le peuple qui a le dernier mot, pas le pouvoir en place. L'Europe, parlons-en, avec ces Suisses qui veulent, et ça énerve les chancelleries, les avantages, mais pas les inconvénients de l'Union européenne. Et Bruxelles, qui voudrait bien savoir si oui ou non la Suisse entend être dedans ou dehors. Critique unanime des autres Européens, sauf que, secrètement,
on envie ces Suisses qui, jusqu'ici en tout cas, ça pourrait ne pas durer, ont réussi par la voie d'accords bilatéraux à obtenir tout ce qu'ils voulaient de l'Union européenne. Du reste, pour parler de votation, on croit savoir que les Suisses seraient quelque peu xénophobes, voir ce qui s'est passé un certain 9 février, question immigration de masse. Pas très sympa, estime-t-on dans les journaux étrangers. Oui, sauf que, s'ils le pouvaient, bien des partis politiques français, allemands, britanniques, italiens ou espagnols lanceraient de tels référendums. On vous le dit, en Suisse, c'est le peuple qui décide. D'ailleurs, on l'appelle le souverain. Ce n'est pas comme en France où le souverain, ce serait plutôt le chef de l'État. Un État suisse, en tout cas une confédération qui, vue de l'étranger, semble si peu centralisée qu'il en devient suspect. Où donc est le vrai pouvoir ? À Berne, dont on oublie souvent que c'est la capitale, ou dans les cantons qui défendent farouchement leurs prérogatives. Certes, mais comme par hasard, c'est la Suisse et son modèle confédéral que viennent étudier tous ceux des pays qui, multiethniques, multilingues ou pluriculturels, sont à la recherche d'un consensus national et d'une réelle stabilité politique. Stabilité, le mot est lâché au regard d'une Suisse politiquement et économiquement solide, un gouvernement d'union nationale où la recherche du compromis l'emporte sur les querelles partisanes. C'est moins spectaculaire et médiatique qu'à Paris ou Rome, mais c'est plus durable, surtout quand c'est doublé d'une économie performante, avec un budget en équilibre, un chômage à 3% et une balance extérieure excédentaire. Des résultats qui font envie. Alors oui, c'est un petit pays, la Suisse, 8 millions d'habitants, enfin petit, pas plus petit que la moitié des États représentés aux Nations Unies, donc pas de complexe. En tout cas, petit pays, grand champion, les Federer, Wawrinka et autres Picards, c'est cela aussi la qualité suisse, le label qui fait référence, le fameux Swiss Made, et ça n'est pas qu'une image. L'invité de Géopolitis, l'ambassadeur Nicolas Bidault, vous êtes le directeur de Présence Suisse, organisme qui dépend du département fédéral des affaires étrangères, chargé de la promotion diplomatique. Alors, avant de parler de votre travail directement, dites-moi, vous, quel retour vous avez de l'image de la Suisse dans le monde? Et d'abord, sur quoi est-ce qu'on peut se baser? Il y a des études sérieuses, il y a des classements? Alors, il y a deux types de retours, je dirais, principalement le retour des médias et de la population. Alors, les médias, on a un retour relativement classique, on a des monitorings, on a un monitoring de tous les médias, on a aussi un algorithme qui nous permet de voir si c'est négatif ou positif. Donc, je connais l'image de la Suisse via les médias du monde entier, ça c'est une première source d'information. C'est très statistique, ça. C'est très statistique, absolument. On voit le volume, on voit si on existe, et puis on voit si on existe en bien ou en mal. Ça, c'est le retour des médias. Et ça, vous avez la possibilité de faire justement la distinction entre le retour bon et le retour mauvais? Absolument. On a un algorithme qui analyse les phrases des médias, qui nous permet de dire c'est négatif, c'est positif. Donc on sait exactement si on est aimé, détesté, ou si on est tout simplement neutre parfois. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut surtout être présent. Même si c'est pas en très positif. Non, je pense qu'il faut bien sentir, par exemple, la différence qu'il y a entre ce que pensent les médias étrangers de la Suisse et ce que pensent les populations étrangères. Il y a un gap très important. Si je résumais la présence de la Suisse dans les médias, je serais un peu déprimé parce que c'est beaucoup de négatifs sur la place financière. Mais on parle peu de l'amour des populations étrangères pour la Suisse dans les médias. Mais effectivement, parlons-en, le secteur bancaire, toutes ces histoires de filiales en Suisse, ça sent un petit peu la mafia, l'argent truqué, bon, c'est pas bon. Non, c'est pas bon, c'est beaucoup de volume. La place financière suisse fait beaucoup parler d'elle, plutôt en mal, même si les décisions du Conseil fédéral depuis 3 ans pour faire ce qu'on appelle une place financière blanche fonctionnent. Les médias commencent à saisir que c'est pas si simple, qu'on fait des efforts et qu'on est rattrapé surtout par les cadavres du passé. Est-ce que, quelque part, puisque vous parlez des réactions des médias, mais aussi des populations, ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que les populations pensent justement de cet aspect financier de la Suisse? Alors, les populations, je pense, n'étaient pas très intéressées, jusqu'à ce que des gouvernements français, italiens et allemands se rendent compte qu'il y a moins de rentrées fiscales à cause du secret bancaire. Évidemment, ces États vont mal, donc le citoyen commence à saisir qu'à cause de la place financière suisse, il a moins d'autoroutes, il y a moins d'argent public. Ça, c'est pas bon. Donc là-dessus, les populations sont aussi négatives, c'est vrai, par rapport à la Suisse. Mais pour autant, il y a une grande confiance dans les banques suisses. Et là, je parle de l'argent propre, bien sûr. Je pense que, d'une manière générale, les étrangers, à l'étranger, on est amoureux de cette capacité de la Suisse à être organisée, efficace, et aussi, c'est vrai, dans le domaine financier. Bon, parlons de votre travail. Promouvoir la Suisse, c'est quoi? C'est entretenir un certain nombre de clichés qui ne sont pas entièrement faux, ou de mythes qui sont parfois fondés, ou c'est miser sur des nouveautés?
C'est un peu les deux. C'est vrai que la Suisse est très aimée à cause de ses clichés. C'est une chance, c'est un don de Dieu, qu'on nous aime à cause de nos chocolats, nos montres et nos paysages. Mais ça vous énerve pas toujours un peu de revenir là-dessus? Non, ça m'énerve pas. Ça fait partie du fonds de commerce. Ça fait partie du fonds de commerce, c'est très important, ça fait vendre, ça nous permet de faire du chiffre d'affaires à l'étranger. Mais mon rôle aussi, c'est de diversifier, c'est de montrer ce qui est à l'ombre du Cervin, c'est-à-dire la Suisse de l'innovation, de la science, de la technologie, par exemple, qui ne sont pas du tout perçus. Et ça, c'est mon rôle. Travailler sur les acquis, les renforcer, c'est une bonne partie de nos exportations, mais aussi diversifier l'image, parce qu'une bonne image d'un pays, c'est un plus sur le plan politique, culturel, scientifique, économique. Alors comment on gère par exemple le franc fort suisse actuellement, qui est un handicap pour ceux qui exportent, les Suisses qui exportent, et qui est un handicap aussi pour les touristes qui viennent? Qu'est-ce qu'on fait quand on a du mal à promouvoir un franc fort, ce qui est peut-être un comble quand même? Alors, on renforce la communication parce qu'au fond, c'est vrai que la Suisse est chère, ses produits sont chers, mais la qualité de ces produits a un prix. Donc, on renforce la communication sur la qualité de nos produits. Oui, ils sont chers, mais ils sont d'une qualité supérieure à celle des autres produits dans les pays. On communique donc en concurrence avec les produits locaux. Le franc fort, il faut l'expliquer, il faut travailler sur nos atouts, nos valeurs ajoutées. À votre avis, c'est qui le Suisse le plus connu dans le monde? Le Suisse le plus connu, vous, bien sûr. Roger Federer, sans hésitation. Ouais. Alors pourquoi? Parce que c'est un grand sportif ou parce qu'il incarne autre chose que la personnalité d'un grand sportif? Bon, tout d'abord, Quel est le côté suisse de Federer qui plaît dans le monde? Alors bon, il y a tout d'abord le sport est évidemment un support médiatique énorme. Donc quand vous gagnez, vous êtes déjà là. Puis ensuite de ça, Federer, c'est vrai qu'il incarne certaines valeurs. C'est un type qui est précis comme une montre suisse. Il est durable comme les produits suisses. Et puis vous vous appropriez carrément Federer. Non, alors pas complètement. Non, complètement, parce que c'est vrai qu'il est très beau. Il incarne une beauté qui n'existe pas dans les médias. La population suisse existe très peu dans les médias à l'étranger. Ouais. Alors voilà, il a sa beauté, je dirais qu'elle n'est pas forcément suisse, mais la qualité de son jeu, là, elle est suisse. Bon, et puis il y a les expositions. Alors vous revenez de Rio, c'était pas tout à fait une exposition, mais c'est une grande présence suisse. Il y aura l'exposition universelle de Milan. C'est important ça, ou finalement c'est beaucoup d'argent pour peut-être pas beaucoup de résultats, à votre avis? Ça dépend un peu des pays dans lesquels on se trouve et des thématiques qui sont développées par les expos. C'est vrai que si on prend la dernière, à Shanghai, il y a 5 ans, où la Chine voulait montrer avant tout au monde qu'elle était capable de faire une exposition universelle, personne ne se rappelle le thème. Non, c'est vrai. Je vous le dis, c'était l'avenir des villes, un beau thème, pour 100 personnes ne s'en rappellent. Donc là, on peut discuter, effectivement. Ouais. Pour nous, c'était très important. C'est un marché, je pense que c'était juste d'être il y a 5 ans en arrière à Shanghai. Milan, c'est autre chose. Milan, on est dans le pays de la nourriture, de l'alimentation, etc. Et le thème, c'est ça. Donc, il y a un bon marketing. On va réfléchir ensemble sur ce qui nous unit, ce qui nous sépare sur le niveau de la nourriture. Et en plus, c'est constitutif des identités nationales. Donc, je pense que cette expo à Milan, elle est dans le trend. Elle va nous faire réfléchir à un moment donné où on a de la peine à se comprendre, souvent, entre les peuples sur le plan culturel. Donc, ça vaut la peine sur le plan sociétal et sur le plan, évidemment, du business. Pour nous, l'Italie, troisième marché. Monsieur l'ambassadeur, une double question. La plus grande qualité de la Suisse en tant que pays et son plus grand défaut? Alors, je dirais qu'on a une obsession, c'est l'organisation. Et je pense que ça nous vient du fait qu'on est faible. On était faible, on est de cultures différentes. Il y a un petit complexe. Il y a un petit complexe, mais on est de cultures différentes. Ouais. On ne se comprenait pas vraiment entre Coire et Genève, d'une part. D'autre part, on était pauvres, pas de matières premières. On a dû s'organiser politiquement, on a dû s'organiser économiquement. Donc, on a une obsession de l'organisation, la planification de la survie. Et cette obsession de l'organisation, elle a un défaut aussi, c'est qu'on n'est pas très créatif. On a un petit peu peur du chaos. On n'est pas très créatif, on est très mal organisé. Je pense que c'est 2 pôles qui résument bien à la Suisse dans sa chance et ses faiblesses. Merci, monsieur l'ambassadeur. Je rappelle, Nicolas Bidault, que vous êtes le directeur de Présence Suisse. Merci à vous. Je vous en prie. Modèle ou pas, la Suisse est copiée, imitée et même confisquée lorsqu'il s'agit de la beauté des paysages. Comme quoi, le pays de Heidi fait rêver sur les 5 continents. On a recensé 183 territoires faisant référence directement à la Suisse. On disait toujours du Liban que c'était la Suisse du Moyen-Orient. Et question politique, elle aimerait bien le redevenir. La Slovénie s'est proclamée la Suisse des Balkans. Le Cachemire se veut être la Suisse de l'Inde. Enfin, il y a, entre autres exemples, San Carlos de Bariloche qui se dit la Suisse de l'Argentine. Et puis, il y a la France qui reste fascinée par le pays de Jean-Jacques Rousseau et qui compte plusieurs petites Suisses, des Suisses miniatures si l'on peut dire, comme la petite Suisse d'Alsace dans le Bas-Rhin ou la Suisse normande, pas romande, normande autour du Mont Pinson ou encore la petite Suisse bretonne dans la forêt de Kennecan. Cela dit, la Suisse, la vraie, l'authentique, il n'y en a qu'une, comme on dit dans la publicité,
toujours imité, jamais égalé. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos commentaires sur cette 200e édition de Géopolitis. À votre disposition, un choix de séquences vidéo, d'infographies, de sites internet et d'archives, les possibilités de podcaster cette émission de la RTS. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.